Mon petit-fils m'a appelé tard dans la nuit, grand-père. Je suis au poste de police. Mon beau-père m'a frappé. Mais il leur dit que je l'ai attaqué. Ma mère ne me croit pas. Quand je suis arrivé au poste, l'officier a pâli et a bégayé, « Je suis désolé. Je ne savais pas. Je m'appelle Ed Anderson. J'ai 63 ans et j'ai été inspecteur de police pendant 35 ans dans une grande ville. Aujourd'hui, je vous raconte comment ma vie a changé lorsque j'ai reçu un appel au milieu de la nuit de mon petit-fils Ethan, âgé de seulement 16 ans. Il pleurait, me disant qu'il était enfermé au commissariat parce que son beau-père, Carter, l'avait accusé d'agression. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a déclenché une guerre contre la corruption que même moi, avec toute mon expérience, je n'aurais jamais pu imaginer. Mais avant de vous raconter comment tout a commencé, je dois vous demander une faveur. Veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et commenter d'où vous regardez. Votre soutien est essentiel et pourrait sauver des vies. Le téléphone sonne à 3h14 du matin. À cette heure-là, le son semble plus fort, plus urgent. Au cours de mes années en tant qu'inspecteur, j'ai appris que les appels au milieu de la nuit n'apportent jamais de bonnes nouvelles. J'attrape mon portable et je réponds, à moitié endormi. « Allô, grand-père » La voix tremblante d'Ethan me réveille instantanément. Je suis au 7e commissariat. Ils m'ont arrêté. Carter dit que je l'ai attaqué, mais ce n'est pas vrai. Il m'a frappé le premier. Tu vas bien? Tu es blessé? Je me lève immédiatement, cherchant mon pantalon dans le noir. J'ai mal au visage. J'ai peur, grand-père. L'inspecteur ici est ami avec Carter, et il ne me croit pas. S'il te plaît, viens. Ne bouge pas de là. Ne dis pas un mot de plus jusqu'à ce que j'arrive. Pendant que je m'habille, j'essaie de me vider la tête. Carter Vance, le beau-père d'Ethan. J'ai toujours pensé qu'il était une source de problèmes. Ma fille Marie est décédée il y a 5 ans dans un accident de voiture. Et juste un an plus tard, Grace, la mère d'Ethan, a épousé Carter. Je n'ai jamais compris ce qu'elle lui trouvait. Un homme d'affaires avec des contacts à la mairie, se vantant toujours de son influence. J'ai attrapé mon ancien badge d'inspecteur, mon portefeuille et les clés de la voiture. Je n'ai peut-être plus d'autorité officielle, mais je connais le système et beaucoup de gens qui y sont encore. Le badge, même périmé, a encore un certain poids. Je traverse les rues vides de la ville, l'anxiété me dévorant. Ethan a toujours été un bon garçon. Studieux, calme, ne cherchant jamais les ennuis. S'il est dans une cellule de détention, quelque chose ne va pas du tout. J'arrive au 7e commissariat, un bâtiment que je connais bien. J'y ai travaillé mes 10 premières années dans la police. En entrant, l'odeur familière de café rassis et de désinfectant me frappe comme un vieil ami. Au bureau, une jeune policière tape quelque chose. Bonsoir. Je suis Ed Anderson, ancien inspecteur. Mon petit-fils, Ethan Alvarado, est détenu, et je veux le voir. La policière me regarde avec indifférence. Un instant, elle tape autre chose et prend le téléphone interne. Inspecteur Camacho, il y a un homme ici qui dit être le grand-père du gamin détenu pour agression. J'attends avec impatience, tapotant mes doigts sur le comptoir. La porte intérieure s'ouvre et Victor Camacho apparaît. Je le reconnais immédiatement. Un homme corpulent d'environ 50 ans avec une moustache grisonnante et de petits yeux méfiants. Nous avons travaillé ensemble il y a des années, mais nous ne nous sommes jamais entendus. J'ai toujours pensé qu'il était trop flexible avec certaines règles. Eh bien, Ed Anderson, sa voix est profonde, presque moqueuse. Ça fait longtemps, partenaire. Je ne suis pas ici pour socialiser, Victor. Je veux voir mon petit-fils et savoir exactement de quoi il est accusé. Bien sûr, bien sûr. Entrez dans mon bureau. Il fait un geste vers l'intérieur. Je le suis dans le couloir. Au bout, je vois les cellules de détention temporaire. Dans l'une d'elles, j'aperçois Ethan assis sur un banc, la tête baissée. J'essaie de m'approcher, mais Camacho m'arrête. Parlons d'abord, Ed. Les choses sont compliquées. Dans son bureau, Camacho s'assoit derrière son bureau, et je prends la chaise en face de lui. Il y a une photo encadrée sur son bureau. Camacho avec d'autres hommes lors de ce qui ressemble à une partie de chasse. Je reconnais Carter Vance parmi eux, souriant, tenant un fusil. Cela confirme mes soupçons.
Ils sont amis. Votre petit-fils a agressé son beau-père ce soir. Il lui a fendu la lèvre, lui a presque cassé le nez. Carter est à l'hôpital pour se faire examiner. Camacho parle avec une confiance bien rodée. Nous avons une vidéo de la caméra de sécurité de la maison qui montre tout. Le gamin a perdu son sang-froid. Je veux voir cette vidéo. Bien sûr. Il tourne son moniteur vers moi et lance un fichier. À l'écran, je vois ce qui ressemble à un salon. Carter entre dans le champ, semblant parler. Ethan apparaît, visiblement contrarié. Soudain, l'image montre mon petit-fils poussant Carter, qui tombe en arrière. L'enregistrement s'arrête là. C'est tout. Où est le reste de la vidéo? Ça ne montre rien de concluant. C'est ce que nous avons, Ed. Carter porte plainte pour agression. Le gamin a des antécédents de comportement violent à l'école. C'est un mensonge. Ethan n'a jamais eu de problème de discipline. J'ai des rapports qui disent le contraire. Je me lève, sentant la colère monter. Je veux parler à mon petit-fils tout de suite. 5 minutes, concède Camacho. Il me conduit à la cellule où se trouve Ethan. Quand il me voit, mon petit-fils se lève. Il a un œil au beurre noir, une coupure sur le sourcil et une lèvre enflée. Le voir comme ça provoque un mélange de douleur et de fureur. Grand-père. Sa voix se brise. Ça va, Ethan. Je vais te sortir de là. Camacho ouvre la cellule et me laisse entrer. Je serre mon petit-fils dans mes bras, le sentant trembler. Que s'est-il vraiment passé? Je demande à voix basse. Carter est rentré ivre, comme toujours. Il a commencé à crier que je lui avais volé de l'argent dans son portefeuille. Quand je lui ai dit que ce n'était pas vrai, il m'a donné un coup de poing. Des larmes coulent sur ses joues. Je me suis défendu. Je l'ai juste poussé pour l'éloigner de moi, mais il a heurté la table. Puis il a appelé la police en disant que je l'avais attaqué. Où était ta mère? Elle est en déplacement professionnel à Dallas. Elle rentre demain. Ethan baisse encore plus la voix. Ce n'est pas la première fois que Carter me frappe, grand-père, mais il me menace toujours. Il dit que personne ne me croira si je parle. Je jette un coup d'œil à Camacho, qui attend avec impatience à la porte. Je vais te sortir de là. Je te le promets, et dis-je à Ethan en lui serrant l'épaule. Tu ne passeras pas une nuit de plus dans cette cellule. Je sors et confronte Camacho. Mon petit-fils a des marques sur tout le visage. Pourquoi Carter n'est-il pas détenu aussi? Pourquoi n'est-il pas dans votre rapport qu'il a agressé le garçon? Monsieur Vance dit que le gamin s'est blessé en résistant aux officiers lors de son arrestation. C'est absurde et vous le savez. J'exige qu'un médecin examine Ethan tout de suite et documente ses blessures. Il est un peu tard pour ça, Ed. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, Victor. Soit vous appelez un médecin, soit j'appelle le procureur de permanence pour signaler des irrégularités dans votre procédure. Camacho me fixe, pesant ma menace. Finalement, il soupire. Très bien. J'appellerai le médecin légiste de service, mais ça ne changera rien, Ed. Le gamin passe la nuit ici, et demain il verra le juge. Nous verrons bien. Alors que Camacho s'éloigne pour passer l'appel, je sors mon portable et compose un numéro que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Après 3 sonneries, une voix féminine répond. Lieutenant Roberts, qui est-ce? C'est Ted Anderson, ancien inspecteur, 7e commissariat. J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Le lieutenant a pris le Roberts est l'une des rares personnes de la police en qui j'ai toujours eu confiance. Jeune, intelligente et, surtout, incorruptible. Je lui explique rapidement la situation. Je suis de service ce soir, dit-elle. Je peux passer dans 20 minutes pour vérifier la procédure. J'apprécie, April. Pendant que j'attends, j'observe le mouvement dans le commissariat. Quelques officiers me regardent curieusement. Ils savent probablement qui je suis. À mon époque, j'avais la réputation d'être inflexible, de ne pas accepter les arrangements ou les faveurs. Cela m'a valu le respect de certains et les ennemis de beaucoup. La porte principale s'ouvre et Carter Vance entre. Il a un pansement sur le nez et la lèvre inférieure enflée. Nos regards se croisent et il s'arrête, surpris de me voir là. Puis il sourit et se dirige directement vers le bureau de Camacho. Quelques minutes plus tard,
le lieutenant Roberts arrive. Dans la trentaine, elle a le regard assuré de quelqu'un qui connaît son travail et ne tolère aucun obstacle. Elle me salue d'une poignée de main ferme. Inspecteur Anderson, ça fait un moment. Je ne suis plus inspecteur, lieutenant. Vous le serez toujours pour moi, monsieur. Vous m'avez appris la moitié de ce que je sais. Camacho sort de son bureau, suivi de Carter. En voyant April, il se crispe visiblement. Lieutenant Roberts, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure? Vérification de procédure de routine. Inspecteur Camacho, j'ai été informé d'une arrestation pour agression domestique et je veux vérifier que tout est en ordre. Carter intervient, tendant la main. Carter Vance, monsieur, je suis la victime dans cette affaire. April ignore sa main. Lieutenant Roberts, je dois examiner le dossier et voir le détenu. J'ai déjà appelé un médecin pour examiner le garçon, dit Camacho. Excellent. Je serai présente pour cet examen. Maintenant, le dossier. Camacho l'a conduit à son bureau. Carter reste avec moi dans le couloir, un sourire suffisant sur le visage qui me retourne l'estomac. C'est dommage que nous devions nous rencontrer dans ces circonstances, monsieur Anderson, dit-il avec une fausse courtoisie. Ethan parle toujours en si bien de vous. Arrêtez l'hypocrisie, Vance. Je sais exactement ce que vous avez fait. Son sourire s'efface. Faites attention à ce que vous insinuez. J'ai la vidéo qui prouve qui a agressé qui. Une vidéo commodément montée. Que s'est-il passé avant la partie que Camacho m'a montrée? Rien de pertinent. Il s'approche, baissant la voix. Écoutez, monsieur Anderson, je comprends que vous vouliez défendre votre petit-fils, mais le gamin a des problèmes. Il a besoin de discipline. Une main ferme. La main ferme qui lui a donné un œil au beurre noir et lui a fendu le sourcil. Je suppose qu'il s'est fait ça en résistant à son arrestation. Demandez à n'importe lequel des officiers qui l'ont amené. Ou peut-être que vous l'avez fait et que vous avez ensuite appelé votre ami Camacho pour monter une histoire. Le visage de Carter se durcit. Faites attention, vieil homme. Votre temps est révolu. Les choses fonctionnent différemment maintenant. Vous seriez surpris de voir à quel point je sais comment les choses fonctionnent maintenant, Vance, et ce que je suis capable de faire pour mon petit-fils. Nous sommes interrompus par l'arrivée du médecin légiste, un jeune homme qui semble tout juste sorti de l'école. Camacho et April sortent du bureau. Docteur Mendoza. Camacho le salue. Merci d'être venu si vite. Le détenu est par ici. April fait signe au médecin de la suivre vers les cellules. Carter essaie de la suivre, mais April l'arrête. Personnel autorisé uniquement. Monsieur Vance. Je suis la partie plaignante. J'ai le droit d'être présent. Pas pendant l'examen médical, dit-elle fermement. Attendez ici. Carter me lance un regard furieux, comme si j'étais responsable de ce retard dans ses plans. Il s'assoit sur l'une des chaises de la salle d'attente, tambourinant nerveusement des doigts. April me fait signe de la suivre. Nous entrons dans la cellule où le médecin examine déjà Ethan. Il prend des photos des blessures, les mesure et documente tout sur un formulaire officiel. Pouvez-vous me dire comment vous vous êtes fait ces blessures, demande le médecin. Ethan me regarde, cherchant mon approbation. Je hoche légèrement la tête. Mon beau-père m'a frappé. D'abord un coup de poing ici. Il montre son œil. Et puis il m'a poussé contre le mur. Je me suis cogné la tête et je me suis coupé le sourcil sur une étagère. Quand est-ce que ça s'est passé? Ce soir. Un peu après 23 heures. Le médecin note tout et continue son examen. Quand il a fini, il se tourne vers April. Les blessures sont compatibles avec son histoire. L'hématome périorbitaire, l'œil au beurre noir, a la coloration d'un coup datant d'environ 4 à 5 heures. La coupure sur le sourcil est caractéristique d'une blessure par impact contre un objet avec un bord, pas un coup de poing direct. April hoche la tête. Merci, docteur. J'ai besoin de votre rapport dès que possible. Vous l'aurez dans 1 heure, maximum. Quand le médecin part, April me regarde. Cela contredit le rapport initial. Bien sûr que ça le contredit. Camacho couvre Carter. J'ai aussi examiné la vidéo, dit-elle à voix basse. Quelque chose cloche. Les métadonnées montrent qu'elle a été modifiée il y a 2 heures.
L'enregistrement original doit être plus long. Pouvez-vous l'obtenir? J'ai besoin d'un mandat pour accéder au système de surveillance de la maison. Et pour cela, j'ai besoin de preuves de falsification de preuves. Ethan prend la parole. La voisine, Madame Klein, elle a des caméras pointées sur notre allée. Elle enregistre toujours. Elle dit que les gens lui volent ses pots de fleurs. April me regarde avec une lueur d'espoir. Connaissez-vous l'adresse exacte? 247 Jacaranda Drive. Dans le quartier de la Vallée, répond Ethan. J'y vais tout de suite, dit April. Si ces images montrent quelque chose de différent, nous pouvons renverser la situation. Je reste avec lui, dis-je en montrant Ethan. Je ne le laisserai pas seul, grand-père, promet-elle en utilisant le terme personnel. Ça pue la corruption, et vous savez que c'est ce qui m'exaspère le plus. Quand April part, je m'assois à côté d'Ethan sur le banc de la cellule. Il est épuisé, effrayé, mais je vois une étincelle de force dans ses yeux que j'ai toujours admirée. Est-ce que maman est au courant? Il demande. Pas encore. J'espérais résoudre ça avant de l'inquiéter. Elle va prendre le parti de Carter. Elle le fait toujours. Ta mère t'aime, Ethan. Mais parfois, l'amour nous rend aveugles. Carter la manipule. Il lui fait croire que je suis le problème, que je lui manque de respect et elle le croit parce qu'il s'arrête. Parce que quoi? Parce qu'il a de l'argent. Parce que depuis que papa est mort, maman a peur d'être seule. Ça fait mal à entendre, mais je sais qu'il a raison. Grace, ma belle-fille, ne s'est jamais complètement remise de la mort de ma fille, Marie. Elles étaient très proches. Carter est apparu au moment parfait, offrant une stabilité financière et émotionnelle. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Nous allons arranger ça. Je te le promets, Ethan. Et après, toi et moi aurons une longue discussion sur tout ce qui s'est passé dans cette maison. Le temps s'écoule lentement au commissariat. Camacho apparaît de temps en temps, nous lançant des regards anxieux. Carter est resté dans la salle d'attente, parlant tranquillement au téléphone. Près de 2 heures plus tard, la porte principale s'ouvre. April entre, accompagné d'une femme plus âgée à l'air sévère. La procureure Melinda Moss. Je la reconnais immédiatement. Sa réputation d'incorruptibilité la précède. Derrière elle se trouve une petite femme âgée tenant un téléphone portable. Madame Klein, je suppose. L'expression de Camacho se transforme en pure panique quand il voit la procureure. Carter se lève, confus par cette tournure inattendue. Inspecteur Camacho, dit Melinda Moss d'une voix ferme. Le lieutenant Roberts m'a informé d'éventuelles irrégularités dans cette affaire. Montrez-moi le dossier et la vidéo immédiatement. Pendant que Camacho, visiblement nerveux, conduit la procureure à son bureau. April s'approche de notre cellule. Nous avons trouvé quelque chose, me dit-elle tranquillement. Madame Klein avait des enregistrements d'il y a 3 jours montrant Carter poussant Ethan contre la porte. Et mieux encore, elle a l'audio de lui le menaçant. L'espoir gonfle dans ma poitrine. Pour la première fois depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que les choses pourraient bien tourner. Le système est pourri. Je le sais mieux que quiconque. Mais il y a encore des gens comme April et Melinda qui se battent pour la justice. Merci, dis-je à April de tout mon cœur. Elle sourit légèrement. Ne me remerciez pas encore, inspecteur. La nuit est jeune, et cette bataille ne fait que commencer. La procureure Moss passe plus d'1 heure enfermée dans le bureau de Camacho. À travers les stores, je vois des gestes tendus, des documents pointés du doigt, des regards sévères. Carter reste dans la salle d'attente, vérifiant constamment son téléphone. Je le regarde essayer de garder son sang-froid, mais sa jambe droite rebondit nerveusement, trahissant son anxiété. Madame Klein, la voisine d'Ethan, s'approche de notre cellule avec April. C'est une petite femme dans la soixantaine, mais avec les yeux vifs de quelqu'un qui a beaucoup vu. Alors, vous êtes le grand-père, dit-elle. Sans chichi. Le garçon parle toujours en bien de vous. Merci d'être venu, madame. Madame Klein, me corrige-t-elle. Et ne me remerciez pas. Cet homme, elle fait un geste discret vers Carter, est un diable déguisé. Je l'ai vu. Je sais comment il change quand il pense que personne ne regarde. Ethan la regarde avec une gratitude évidente. Madame Klein lui fait un clin d'œil.
Je t'ai apporté un beignet, gamin, mais ces flics ne m'ont pas laissé te le donner. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir une lime dedans. Elle laisse échapper un petit rire. Comme si je savais faire ça. La porte du bureau s'ouvre enfin. La procureure Moss sort la première, le visage sombre. Camacho suit, visiblement mal à l'aise. La procureure s'approche de notre cellule. Monsieur Anderson. Je suis la procureure Melinda Moss. Sa voix est ferme mais pas hostile. Nous avons examiné l'affaire et j'ai trouvé des irrégularités importantes dans la procédure. Carter se lève, s'approchant rapidement. Procureur Moss, un plaisir de vous rencontrer. Carter Vance, j'espère que vous veillerez à ce que justice soit faite dans cet incident malheureux. La procureure le regarde à peine. Monsieur Vance, je vous suggère de contacter un avocat immédiatement. Un avocat? Mais je suis la victime ici. Cela reste à déterminer, répond-elle sèchement. Lieutenant Roberts, libérez Monsieur Alvarado. Sa détention n'a pas suivi les protocoles établis. April ne cache pas sa satisfaction en ouvrant la cellule. Ethan me regarde, incrédule. Je peux y aller? Oui, confirme la procureure. Mais j'ai besoin que vous et votre grand-père restiez disponibles pour d'autres déclarations. Carter s'avance, visiblement contrarié. C'est inacceptable. Vous laissez simplement partir mon agresseur. Quelle sorte de justice est-ce là, monsieur Vance? La voix de la procureure prend un ton tranchant. Les enregistrements que nous avons examinés montrent une version très différente des événements. La falsification de preuves est un crime fédéral. Si vous souhaitez éviter des accusations plus graves, je vous suggère de modérer votre ton et de coopérer pleinement à l'enquête. Carter pâlit. Il regarde Camacho, qui évite son regard, comprenant que le navire est en train de couler. Inspecteur Camacho, poursuit la procureure. Vous êtes temporairement relevé de vos fonctions jusqu'à la fin de l'enquête interne. Remettez votre badge et votre arme à l'officier de service. Le visage de Camacho se tord dans un mélange d'incrédulité et de rage contenue. C'est une erreur, procureur. Mes procédures étaient standards. Vos procédures comprenaient l'acceptation de preuves falsifiées et l'omission d'informations cruciales du rapport initial. L'évaluation médicale de Monsieur Alvarado contredit directement votre exposé des faits. La procureure n'élève pas la voix, mais chaque mot tombe comme un marteau. Le lieutenant Roberts est en charge de ce commissariat jusqu'à nouvel ordre. Nous quittons le commissariat au moment où le ciel commence à s'éclaircir. L'air frais du matin est rafraîchissant après des heures dans cet environnement oppressant. Ethan marche à côté de moi en silence, visiblement épuisé mais soulagé. Où allons-nous, grand-père? Chez moi. Tu ne peux pas retourner chez toi. Pas maintenant. Dans la voiture, je remarque qu'Ethan se détend lentement. Le silence entre nous est confortable, mais je sais que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas, demande-t-il finalement. Non, Ethan. Ça ne fait que commencer. Chez moi, je prépare du café pendant qu'Ethan prend une douche rapide. Je lui prête de vieux vêtements de l'époque où mon fils Daniel, le père d'Ethan, vivait avec moi. Ils sont un peu grands, mais ils feront l'affaire. Assis dans la cuisine avec des tasses fumantes devant nous, nous avons enfin cette conversation en suspens. Depuis combien de temps ça dure, Ethan? Mon petit-fils fixe le liquide sombre. Peu de temps après qu'il a épousé maman. Au début, c'était juste des cris, de petites humiliations. Il disait que j'étais paresseux, que je n'aidais pas à la maison, que je dépensais trop. Ta mère le savait? Ça arrivait toujours quand elle n'était pas là. Et quand je lui disais, Carter niait tout. Il disait que j'exagérais ou que j'inventais des choses pour les séparer. Ethan déglutit difficilement. Après un moment, maman a cessé de me croire. Quand est-ce que ça s'est transformé de parole en coups? Il y a environ 6 mois, il est rentré ivre, furieux parce qu'il avait perdu de l'argent dans un investissement. Il a dit que je portais malheur. Que depuis que j'étais entré dans sa vie, tout allait de travers. La voix d'Ethan se brise légèrement. Il m'a giflé si fort que je suis tombé par terre. Puis il a pleuré, s'est excusé, m'a donné de l'argent pour que je ne dise rien. Je sens la colère monter, mais je me force à rester calme. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé à ce moment-là? Je pensais que je pouvais gérer ça et j'avais peur que si je le dénonçais, maman souffrirait.
Elle semblait heureuse pour la première fois depuis la mort de papa. Le téléphone interrompt notre conversation. C'est Grace, la mère d'Ethan. Papa? Carter vient de m'appeler complètement hystérique. Il dit qu'Ethan l'a attaqué et que tu es intervenu pour le faire sortir du commissariat. Que se passe-t-il? J'explique la situation aussi calmement que possible, mais Grace est sceptique. Je connais Carter, papa. Il n'est pas le monstre que tu décris. Tu n'as pas vu ton fils. Il a un œil au beurre noir et son sourcil est fendu. Vas-tu dire qu'il s'est fait ça tout seul, aussi? Le silence à l'autre bout du film dit tout. Une partie d'elle se doutait, mais elle a choisi de ne pas voir. J'arrive, dit-elle finalement. Je veux parler à Ethan. Après avoir raccroché, je croise le regard interrogateur de mon petit-fils. Maman arrive. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne la laisserai pas te ramener dans cette maison. Pendant que nous attendons, Ethan s'endort finalement sur le canapé. Je le regarde, me souvenant de l'époque où il n'était qu'un garçon, courant dans ce même salon, poursuivant son père. Daniel, mon fils, est mort quand Ethan n'avait que 8 ans. Un accident d'autoroute, aussi absurde et soudain que ces tragédies le sont généralement. Grace était anéantie, et Ethan a grandi sans cette figure paternelle si nécessaire. La sonnette retentit juste après midi. Grace est pâle, avec des cernes sous les yeux. Et à ma grande surprise, Carter se tient à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je demande, sans cacher mon hostilité. C'est mon mari, papa, et nous devons résoudre ça en famille. Une famille ne bat pas ses membres, Grace. Carter intervient, arborant son meilleur visage d'homme concerné. Monsieur Anderson, je comprends votre inquiétude. Il y a eu un malentendu hier soir. Les choses ont dégénéré, mais je vous assure que je ne ferai jamais intentionnellement de mal à Ethan. Gardez votre comédie, Vance. La procureure a des preuves de vos agressions précédentes. Carter pâlit un instant, mais se reprend rapidement. Cette vieille fouineuse a déformé les faits. Tout contact physique avec Ethan a été purement disciplinaire. Disciplinaire? La voix d'Aril nous surprend tous. Elle se tient juste à l'intérieur de ma porte, en uniforme, son expression sérieuse. Je ne l'avais pas entendu arriver. Lieutenant Roberts, dit Carter nerveusement. Nous ne vous attendions pas. Évidemment, April s'avance. Monsieur Vance, j'ai un mandat pour saisir les appareils électroniques de votre domicile, y compris le système de vidéosurveillance. Nous devons récupérer les enregistrements originaux. C'est une violation de la vie privée, proteste Carter. Sur quelle autorité? Sur l'autorité de ce mandat signé par la juge Miranda Espinosa. April lui montre le document. De plus, la procureure a demandé que vous vous présentiez pour une déclaration officielle cet après-midi. Grace me regarde, confuse et effrayée. Papa, que se passe-t-il? Le bruit réveille Ethan, qui vient à la porte en se frottant les yeux. Quand il voit sa mère, il court pour la serrer dans ses bras. Quand il voit Carter, il s'arrête net. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ethan, nous devons parler, dit Grace, en essayant de paraître conciliante. Carter dit qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu? Ethan recule. Il m'a frappé, maman. Comme il l'a fait tant de fois quand tu n'es pas là. Et puis il me menace pour que je ne dise rien. Carter se dirige vers lui, son geste menaçant. Arrête de mentir, petit morveux ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi et ta mère. Monsieur Vance. April l'interrompt, s'interposant entre eux. Je vous suggère de garder vos distances avec Monsieur Alvarado. Toute tentative d'intimidation sera ajoutée aux charges existantes. Carter la fusille du regard avec une haine à peine contenue, mais il recule. Ce n'est pas fini. J'ai des amis puissants, des relations. Vos relations font également l'objet d'une enquête, répond April. Y compris votre relation avec l'inspecteur Camacho et certains fonctionnaires de la mairie. Carter regarde Grace. Vas-tu permettre ça? Les laisser détruire notre famille à cause des mensonges de ton fils? Grace semble déchirée entre deux loyautés. Elle regarde Ethan, puis Carter, puis moi. J'ai besoin de voir ces enregistrements, dit-elle, la voix brisée. J'ai besoin de connaître la vérité. La vérité est juste devant toi,
je lui dis en montrant les blessures d'Ethan. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux pour la voir. Carter se rend compte qu'il perd du terrain. Son visage se transforme, laissant tomber le masque de l'homme raisonnable. Vous l'avez cherché, vieil homme fouineur. Si vous pensez que ça va bien se terminer pour vous ou pour le morveux, vous vous trompez lourdement. Il se retourne et se dirige vers sa voiture, ignorant les appels d'April lui demandant de se présenter pour sa déclaration. Laissez-le partir, lieutenant. Je dis qu'il n'ira pas loin. Grace entre dans la maison, serrant Ethan dans ses bras de manière protectrice. April reste avec moi à la porte un moment. Il aurait dû se présenter volontairement, dit-elle, sinon je devrais l'arrêter. Le fera-t-il? Il est trop arrogant pour croire qu'il est en réelle difficulté. Il sous-estime la gravité de la situation. Nous avons trouvé d'autres vidéos sur le téléphone de Madame Klein. Des épisodes d'abus remontant à des mois. La procureure a tout ça. Tout et elle est furieuse. Peu de choses mettent Melinda Moss plus en colère que la maltraitance des enfants et la corruption policière. April me regarde sérieusement. Surveillez votre petit-fils, inspecteur. Les hommes comme lui deviennent les plus dangereux quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle. Après le départ d'April, je rentre. Grace est assise sur le canapé, la tête dans les mains. Ethan est dans la cuisine en train de te préparer du thé. Pourquoi n'ai-je pas vu, murmure Grace alors que je m'assois à côté d'elle. Comment ai-je pu être si aveugle? L'amour nous aveugle parfois, dis-je doucement. Et Carter est un bon manipulateur. Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière à tomber pour quelqu'un comme ça. Mon propre fils, sanglote-t-elle. Mon garçon. Et je ne l'ai pas protégé. Tu peux encore le protéger maintenant, dis-je. En quittant Carter. En témoignant contre lui. Grace me regarde, la détermination grandissant dans ses yeux. Je le ferai. Il ne posera plus jamais la main sur lui. Les heures suivantes se passent dans un calme étrange. Ethan et Grace parlent longuement dans la chambre d'amis. J'essaie de m'occuper, de préparer de la nourriture que personne n'a vraiment envie de manger. Le téléphone sonne plusieurs fois. La procureure, le lieutenant Roberts, même quelques journalistes qui ont eu vent de l'affaire. Je leur dis à tous la même chose. Nous parlerons après nous être reposés. À la tombée de la nuit, après qu'Ethan se soit enfin endormi, Grace s'assoit avec moi sur le porche. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça, dit-elle en regardant les étoiles. Quand j'ai rencontré Carter, il semblait si parfait, attentionné, aimant, stable. Les manipulateurs semblent toujours parfaits au début. Il y avait des signes, admet-elle. Des commentaires contrôlants, une jalousie inexplicable, de petits mensonges, mais je me suis convaincu qu'ils n'avaient pas d'importance. Que allez-vous faire maintenant? Divorcer de lui, évidemment. Témoigner contre lui. Essayer de réparer ma relation avec Ethan. Elle soupira profondément. Ce sera un long processus. Je serai là pour vous soutenir tous les deux, je l'assure. Mon téléphone vibre. Un texto d'April. Carter ne s'est jamais présenté pour sa déclaration. Nous avons émis un mandat d'arrêt contre lui. Un frisson me parcourt l'échine. Un homme comme Carter, acculé, est dangereux. Qu'est-ce qui ne va pas, demande Grace, remarquant mon expression. Rien d'important, je mens, ne voulant pas l'inquiéter davantage. Tu devrais te reposer. Cette nuit-là, je dors d'un sommeil agité, me réveillant à chaque bruit. À 5 heures du matin, le téléphone sonne. C'est encore April. Nous avons trouvé la voiture de Carter abandonnée près de l'aéroport, mais il n'y a aucune trace de lui prenant un vol, m'informe TL. Nous pensons qu'il pourrait utiliser de faux documents ou que quelqu'un l'aide à se cacher. Avez-vous vérifié ses comptes bancaires? Ils ont été gelés depuis hier soir. Et nous surveillons toutes ses propriétés connues. Surveillez Camacho aussi. Si quelqu'un sait où Carter se cache, c'est lui. Camacho est sous surveillance constante. Je raccroche et regarde par la fenêtre. La lumière de l'aube commence à illuminer la rue vide. Tout semble calme, mais je ne peux pas me défaire du sentiment que ce calme n'est que le prélude à quelque chose de pire. 2 jours passent sans nouvelles de Carter. Ethan commence à se détendre, souriant même de temps en temps. Grace demande le divorce et dépose une plainte officielle pour violence domestique.
La procureure Moss m'informe que l'enquête s'est élargie. Apparemment, Carter est impliqué dans des affaires louches avec plusieurs fonctionnaires municipaux, notamment des pots de vin et du trafic d'influence. Le matin du 3e jour, Grace décide de retourner brièvement chez elle pour récupérer quelques affaires. J'insiste pour l'accompagner, mais elle refuse. La police surveille la maison toute la nuit, dit-elle. Carter n'est pas là. De plus, j'irai avec un officier. Tout ira bien. Quelque chose en moi me dit que c'est une mauvaise idée, mais je ne veux pas paraître surprotecteur. Grace se sent déjà assez coupable. Appelle-moi quand tu arrives, et avant de partir, je lui dis. Je te le promets. Ethan et moi restons à la maison à jouer aux échecs pour nous distraire. Il est bon à ce jeu, calculateur et patient. Il me rappelle son père. Le téléphone sonne et je réponds, m'attendant à entendre Grace. Au lieu de cela, c'est Carter. Écoute-moi attentivement, vieil homme. Sa voix est agitée, frénétique. Ta belle-fille est avec moi. Si tu veux la revoir, amène Ethan à l'entrepôt abandonné au 54 avenue de l'Industrie. 1 heure. Juste vous deux. Si je vois un seul flic, Grace paiera. Carter, ne sois pas idiot. 1 heure, crie-t-il et il raccroche. Je regarde Ethan, qui a saisi la gravité de la situation à mon expression. Je ne peux pas lui dire la vérité, mais je ne peux pas non plus lui mentir. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-père? C'est maman? Ta mère va bien, dis-je en essayant de paraître convaincant. Mais j'ai besoin que tu restes ici pendant que je vais m'occuper de quelque chose d'important. C'est Carter, n'est-ce pas? L'intuition d'Ethan me surprend. Qu'a-t-il fait? À ce moment, mon téléphone sonne à nouveau. C'est April. Inspecteur, nous avons une situation. Grace n'est jamais arrivée chez elle. L'officier qui devait l'escorter a été retrouvé inconscient dans sa voiture de patrouille. Carter là, dis-je directement. Il vient de m'appeler. Il veut que j'amène Ethan à un entrepôt sur l'avenue de l'Industrie dans 1 heure où il fera du mal à Grace. N'y allez pas seul, inspecteur. C'est un piège. Je sais, mais je ne peux pas risquer la vie de ma belle-fille. Donnez-moi l'adresse exacte. J'enverrai des unités en civil. Je lui donne les détails et je raccroche. Ethan me fixe. Je viens avec toi, dit-il fermement. Pas question. C'est trop dangereux. C'est ma mère, grand-père. Et c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute, Ethan. Rien de tout ça n'est de ta faute. Si tu ne m'emmènes pas, j'irai seul. Sa détermination est absolue. Je le regarde, pesant la situation. Si je le laisse ici, il essaiera probablement de me suivre, se mettant encore plus en danger. Si je l'emmène, au moins je peux essayer de le protéger. Très bien, je cède finalement. Mais tu feras exactement ce que je dis. Pas de question. Compris? Il hoche gravement la tête. Compris. Alors que nous nous préparons à partir, je ne peux m'empêcher de penser que nous nous dirigeons vers la partie la plus sombre de cette histoire. Mais je sais aussi que parfois, il faut affronter l'obscurité avant que la lumière ne puisse enfin arriver. Le trajet jusqu'à l'entrepôt semble éternel. Je conduis en silence, Ethan à côté de moi. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard reflète une détermination qui me rappelle son père. Avant de partir, j'ai glissé mon ancien pistolet de service à l'arrière de ma ceinture. J'espérais ne plus jamais avoir à l'utiliser. Mais la vie a des façons cruelles de changer nos plans. Tu as un plan, demande Ethan, rompant le silence. Le lieutenant Roberts envoie des unités en civil. Nous ne serons pas seuls. Et s'ils sont en retard? Et si Carter voit les flics et fait du mal à maman? Je n'ai pas de réponse réconfortante, alors je lui dis la vérité. Nous ferons tout notre possible pour que ça n'arrive pas. Mon téléphone vibre avec un texto d'April. L'équipe est en position dans 15 minutes. Attendez avant d'entrer, mais nous n'avons pas 15 minutes. Alors que nous arrivons sur l'avenue de l'Industrie, je vois l'entrepôt abandonné au bout de la rue. C'est un bâtiment en briques rouges décrépit avec des fenêtres cassées et des graffitis couvrant ses murs. Un endroit parfait pour une embuscade. Je me gare à un pâté de maisons, balayant les environs. Aucun autre véhicule n'est visible, mais je repère une berline noire aux vitres teintées près de l'entrée latérale.
Ce doit être la voiture de Carter. Reste ici, dis-je à Ethan. Je vais d'abord vérifier. Grand-père, dit-il. Nous devions y aller tous les deux. Je sais, mais je ne te mets pas en danger. Je suis déjà en danger, répond-il avec une maturité qui me surprend. Et maman aussi. Tu ne peux pas nous protéger tous les deux en restant ici. Tu as raison. Ça me fait mal de l'admettre. Mais avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne à nouveau. C'est Carter. Je vois que vous êtes arrivé. Entrez maintenant ou votre belle-fille paiera. Nous arrivons. Carter, ne fais rien de stupide. Vous avez 2 minutes. Je regarde Ethan, sentant le poids de la responsabilité m'écraser. Reste derrière moi à tout moment. Compris? Il hoche gravement la tête. Nous marchons vers l'entrepôt, chaque pas plus lourd que le précédent. La porte principale est entr'ouverte, grinçant sinistrement alors que je la pousse. L'intérieur est sombre, à peine éclairé par la lumière filtrant à travers des fenêtres sales et quelques lucarnes. Carter, j'appelle, en essayant de garder ma voix stable. Au fond, Ed. Vous deux, venez. Nous avançons entre des boîtes et des machines abandonnées. L'endroit sent l'humidité et la rouille. Quand nous atteignons un plus grand espace ouvert, je les vois. Carter est debout, tenant Grace par le bras. Son visage est taché de larmes, mais elle semble indemne. Maman, crie Ethan, essayant de courir en avant. Je l'arrête, en mettant un bras devant lui. Doucement, je murmure. Puis à Carter. Nous sommes là. Laissez ma belle-fille partir. Carter laisse échapper un rire amer. Tu penses que c'est si simple, vieil homme? Tu as ruiné ma vie, ma réputation, mes affaires. Tout est en jeu à cause de toi. Tu t'es fait ça tout seul, je réponds. Personne ne t'a forcé à frapper un enfant. Le morveux avait besoin de discipline. Carter resserre sa prise sur le bras de Grace, la faisant grimacer. Et toi, vieil imbécile fouineur, tu n'avais pas le droit d'interférer dans ma famille. Laisse-moi partir, Carter, dit Grace, la voix tremblante. S'il te plaît, ça ne fait qu'empirer les choses. La ferme, crie-t-il en la secouant. Tu m'as trahi, toi aussi. Après tout ce que j'ai fait pour toi et ton fils ingrat. Je scrute la situation, pesant mes options. Carter semble de plus en plus instable. Ses yeux ont la lueur fiévreuse d'un animal acculé. Je ne vois pas d'armes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Que veux-tu, Carter, je demande, en essayant de gagner du temps. J'ai besoin que les unités d'April arrivent. Je veux retrouver ma vie, répond-il, la voix légèrement fêlée. Je veux que toutes les charges soient abandonnées. Je veux que la procureure arrête l'enquête sur mes affaires. Et je veux que ce morveux, il pointe du doigt Ethan, retire tous ses mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, dit Ethan avec un calme surprenant. Et tu as raison sur une chose. Tu as ruiné ta propre vie. Chaque fois que tu m'as frappé, chaque fois que tu m'as menacé, chaque fois que tu as manipulé ma mère, tu as creusé ta propre tombe. Carter lâche Grace et se jette sur Ethan. C'est le moment que j'attendais. Je me déplace rapidement, me mettant entre eux. N'ose pas le toucher. Ou quoi, vieil homme? Qu'est-ce que tu vas faire? Carter me bouscule, sous-estimant ma force. Je ne bouge pas, éloigne-toi de ma famille, je le préviens, sentant le pistolet pressé contre le bas de mon dos. Carter sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Ta famille? C'est touchant. Le vieux flic qui protège les siens. Il se retourne comme pour s'éloigner, mais se retourne brusquement et lance un coup de poing que j'arrive à peine à esquiver. Le mouvement soudain me fait reculer, donnant à Carter le temps de sortir quelque chose de sa ceinture. Un revolver. Il le pointe directement sur moi. Maintenant, nous allons parler sérieusement, dit-il avec un calme glacial. Toi et moi savons comment ça marche, Ed. Les hommes comme nous comprennent le langage du pouvoir. Pose l'arme, Carter. La police est en route. Bien sûr qu'ils le sont. Je les attendais. Il sourit à nouveau, mais le temps qu'ils arrivent, nous aurons déjà réglé nos affaires. Grace profite de la distraction pour se déplacer vers Ethan, le serrant dans ses bras de manière protectrice. Carter les regarde avec mépris. Regardez la famille heureuse. C'est mignon,
Carter. J'essaie de le raisonner. Tu peux encore t'en sortir. Pose l'arme. Rends-toi. Coopère avec la procureure. Peut-être qu'ils feront un marché. Un marché? Il rit. Non, Ed. Les hommes comme moi ne font pas de marché. Soit nous gagnons, soit. Il laisse la phrase en suspens, mais son regard dit tout. J'entends un faible bruit derrière moi. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt. Je garde mon expression neutre, ne voulant pas alerter Carter. Pourquoi ne laissons-nous pas Grace et Ethan partir? Je propose. C'est entre toi et moi. Non, répond Carter en agitant l'arme. Ils font partie de ça. Ils sont mon assurance. Le bruit devient plus évident. Carter se crispe, regardant dans les ombres derrière moi. Qui est là? Crie-t-il. Montrez-vous où je tire. Je profite de sa distraction momentanée pour me rapprocher de Grace et d'Ethan, me positionnant devant eux. Si Carter tire, il devra d'abord passer par moi. Police. La voix d'April résonne dans l'entrepôt. Lâchez l'arme, monsieur Vance. Carter semble surpris, mais pas effrayé. Lieutenant Roberts, comme c'est prévisible. Êtes-vous venu seul ou avez-vous amené des renforts? Vous êtes encerclé, Vance. Il n'y a pas d'issue. Il y a toujours des issues, lieutenant. Carter ajuste sa position, raffermissant sa prise sur le revolver. Il suffit d'avoir la bonne motivation. Je jette un coup d'œil dans les ombres, essayant de localiser April. Je la vois partiellement cachée derrière une colonne, son arme pointée sur Carter. Laissez-les partir, Carter, dit-elle fermement. D'autres unités arrivent. Dans quelques minutes, cet endroit sera plein d'officiers. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps, répond Carter. Il pointe soudainement l'arme sur Ethan. Soit vous me laissez sortir d'ici, soit le gamin paie pour tout. Tout se passe en un instant. Sans réfléchir, je me jette sur Carter juste au moment où il appuie sur la gâchette. Le coup de feu résonne dans l'entrepôt, assourdissant. Je ressens une douleur vive à l'épaule, mais je parviens à plaquer Carter au sol. L'arme tombe de sa main, glissant sur le sol en béton. April sort de l'ombre en courant vers nous. Grace crie, tenant Ethan, qui semble indemne. Carter et moi nous débattons au sol. Malgré mon âge, l'adrénaline me donne la force de le maintenir immobilisé jusqu'à ce qu'April arrive et le menotte. « Vous allez bien, inspecteur ?» demande April, remarquant le sang sur ma chemise. Ce n'est qu'une égratignure, je mens, sentant la douleur s'intensifier. Occupez-vous de lui. D'autres officiers envahissent l'entrepôt, sécurisant les lieux. L'un d'eux vient vers moi avec une trousse de premiers secours tandis que Carter est relevé et emmené en criant des menaces et des insultes. « Ce n'est pas fini », crie-t-il. « J'ai des amis puissants. Je me vengerai de vous tous. » Grace et Ethan se précipitent, inquiets pour ma blessure. « Grand-père, tu saignes beaucoup » dit Ethan, les yeux pleins de larmes. J'ai eu pire, j'essaie de le rassurer, bien que la douleur soit considérable. Une ambulance est en route, m'informe April. Tenez bon, inspecteur. Alors que le secouriste met la pression sur la blessure, je regarde ma famille. Malgré la terreur qu'ils viennent de vivre, je vois du soulagement sur leur visage. Carter ne peut plus leur faire de mal. Dans l'ambulance, avec Grace et Ethan à mes côtés, je ressens un étrange sentiment de paix. La blessure fait mal, mais c'est un rappel que je suis en vie, que nous avons tous survécu à ce cauchemar. Merci, papa, murmure Grace en me serrant la main. Pour nous avoir sauvés. Je le ferai toujours, je réponds, sentant le sédatif qu'ils m'ont donné commencer à faire effet. Je serai toujours là pour vous. Les jours à l'hôpital passent lentement. La balle a effleuré l'os de mon épaule, mais n'a causé aucun dommage grave. Les médecins disent que j'aurai une mobilité totale après quelques semaines de thérapie. April me rend visite régulièrement, me tenant au courant de l'affaire. Carter fait face à de multiples accusations. Enlèvement, agression aggravée, maltraitance d'enfants, tentative d'homicide, obstruction à la justice. La liste est longue. Camacho a également été formellement accusé de dissimulation et de falsification de preuves. La procureure Moss a élargi l'enquête, découvrant un réseau de corruption impliquant plusieurs fonctionnaires municipaux. Un après-midi, alors qu'Ethan m'aide avec la nourriture de l'hôpital,
je remarque qu'il est inhabituellement pensif. À quoi penses-tu, mon fils? Je pensais à tout ce qui s'est passé, à la façon dont un seul homme peut causer tant de mal. Certains hommes confondent le pouvoir avec le droit de maltraiter les autres, je lui dis. C'est une leçon difficile, mais importante. Je pense que je veux étudier le droit, dit-il soudainement. Je veux aider les gens comme nous, les gens confrontés à l'injustice. Je souris, ressentant un immense sentiment de fierté. Tu seras un excellent avocat, Ethan. C'est grâce à toi, grand-père. Ses yeux s'embulent. Si je n'avais pas eu le courage de t'appeler cette nuit-là. Mais tu l'as fait, j'interromps. Et ça montre le genre d'homme que tu es. La porte s'ouvre et la procureure Moss entre. C'est la première fois que je la vois depuis cette nuit au commissariat. Elle a l'air fatiguée mais satisfaite. Inspecteur Anderson, je suis heureuse de vous voir vous rétablir. Procureur Moss. Quelle surprise. Je suis venu vous informer personnellement. Le juge a refusé la caution pour Carter Vance. Il restera en détention jusqu'au procès. Et Camacho, je demande, également en détention. Il coopère. Il fournit des informations sur l'ensemble du réseau de corruption. La procureure regarde Ethan. Votre témoignage sera crucial, jeune homme. Pensez-vous pouvoir le faire? Ethan hoche fermement la tête. Je suis prêt. Bien. Parce que ce que vous avez vécu, malheureusement, n'est pas un cas isolé. La procureure s'assoit sur le bord de mon lit. Nous mettons en place un nouveau protocole au ministère de la Justice précisément pour empêcher la manipulation des preuves numériques dans les affaires de violence domestique. Un nouveau protocole? Je demande, intrigué. Oui. Elle sourit même légèrement. Nous l'appelons le protocole Anderson en l'honneur de vous et de votre petit-fils. La nouvelle me laisse sans voix. Ethan me regarde avec des yeux brillants. Tu as entendu ça, grand-père? Ton nom va faire partie du système judiciaire. Notre nom? Je le corrige. Cette victoire nous appartient à tous les deux. La procureure se lève pour partir. Nous aurons besoin de vous deux au palais de justice la semaine prochaine. Le lieutenant Roberts viendra vous chercher. Nous serons là, promet Ethan. Quand la procureure part, Grace entre avec du café et des pâtisseries de la cafétéria de l'hôpital. Elle a retrouvé des couleurs, bien qu'elle ait toujours l'air épuisée. Bonne nouvelle, demande-t-elle en remarquant nos expressions. Les meilleures, répond Ethan et il lui parle du protocole Anderson. Grace me regarde avec un mélange de gratitude et de regret. Papa, je ne pourrai jamais assez te remercier. Si tu n'avais pas été là pour nous. Mais j'y étais, dis-je simplement, et je le serai toujours. Cette nuit-là, après le départ de Grace et d'Ethan, je suis seul dans la chambre d'hôpital à réfléchir. Je pense à la terreur de cet appel tardif, à la frustration avec Camacho, à la douleur de la blessure par balle, mais je pense aussi au courage de mon petit-fils, à la ténacité d'April et à l'intégrité de la procureure Moss. Le système n'est pas parfait. Il est plein de Camacho et de Carter, de gens qui abusent de leur pouvoir. Mais il y a aussi ceux qui se battent pour la justice, qui refusent de détourner le regard. Mon téléphone vibre sur la table de nuit. Un texto d'April. Affaire officiellement classée. Le procès sera rapide avec toutes les preuves que nous avons. Reposez-vous, inspecteur. Vous l'avez bien mérité. Je souris dans la pénombre de la chambre. Ma carrière de flic s'est peut-être terminée il y a des années, mais je n'ai jamais cessé de me battre pour ce qui est juste. Et maintenant, ce combat a pris un nouveau sens à travers Ethan. Je ferme les yeux, ressentant un véritable sentiment de paix pour la première fois depuis des jours. La douleur à l'épaule est un petit prix à payer pour la sécurité de ma famille. Et savoir que notre expérience aidera à protéger les autres me remplit d'une fierté tranquille. Demain, je serai libéré. Demain, la vraie guérison commencera. Pas seulement ma blessure physique, mais les blessures invisibles que Carter a laissées sur Ethan et Grace. Ce sera une longue route, mais nous la parcourons ensemble, en famille. Et alors que je m'endors, je pense à toutes ces personnes qui souffrent en silence, piégées dans des cycles d'abus et de peur. Peut-être que notre histoire, quand elle sera connue, leur donnera le courage de passer cet appel désespéré au milieu de la nuit pour demander de l'aide, pour briser le silence. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est le courage de composer un numéro et de dire « j'ai peur ».
S'il vous plaît, aidez-moi. Les couloirs du palais de justice sont bondés, mais je marche avec détermination, m'appuyant sur une canne que les médecins ont insisté pour que j'utilise pendant au moins un mois de plus. La blessure à mon épaule a bien guéri, même si elle me fait encore mal quand le temps change. Ethan marche à côté de moi, grand et calme. Au cours de ces dernières semaines, il a tellement mûri que j'ai parfois du mal à reconnaître l'adolescent effrayé qui m'a appelé cette nuit-là. Aujourd'hui, c'est le jour du verdict. Après un procès qui a duré 3 semaines, le juge annoncera le sort de Carter Vance et de Victor Camacho. Les preuves présentées par l'accusation étaient accablantes. Les vidéos récupérées, les enregistrements de Madame Klein, le témoignage courageux d'Ethan et les rapports médicaux documentant le schéma d'abus. Nerveux, je demande à mon petit-fils alors que nous attendons devant la salle d'audience. Un peu, admet-il. Penses-tu qu'il paiera vraiment pour ce qu'il a fait? Damas a fait un travail exceptionnel. Et ton témoignage était impeccable, Ethan. Ferme, clair, sans contradiction. Grace nous rejoint, vêtue d'un tailleur formel. Elle a changé au cours de ces semaines, retrouvant lentement la force qu'elle avait perdue pendant son mariage avec Carter. Le divorce avance, et elle a commencé une thérapie pour surmonter la culpabilité qui la hante encore. La salle d'audience est pleine, nous informe-t-elle. Il y a plusieurs journalistes. Cette affaire a beaucoup attiré l'attention. C'est vrai. Ce qui a commencé comme une affaire de violence domestique s'est transformé en une enquête plus large sur la corruption municipale. Plusieurs fonctionnaires ont déjà été inculpés. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent et nous entrons. Nous nous asseyons au premier rang derrière la table de l'accusation. April Roberts est déjà là, examinant des documents. Elle nous fait un signe de tête. De l'autre côté, les avocats de Carter et de Camacho parlent tranquillement. Leurs clients n'ont pas encore été amenés. Levez-vous tous, annonce l'huissier alors que le juge Reynolds entre. C'est un homme d'une 60aine d'années connu pour son équité. Vous pouvez vous asseoir. Faites entrer les accusés. Carter et Camacho sont escortés par des gardes, tous deux vêtus de combinaisons de prison orange. Carter semble avoir perdu du poids, et son arrogance habituelle a disparu, remplacée par une expression maussade. Il nous regarde brièvement, et je pense voir une lueur de haine dans ses yeux avant qu'il ne détourne le regard. Le juge ajuste ses lunettes et examine les documents. Après avoir examiné toutes les preuves présentées et les délibérations du jury, cette cour est prête à prononcer la sentence. La salle est silencieuse. Je sens la main d'Ethan se crisper dans la mienne. Dans l'affaire de l'État contre Carter Vance, le jury vous a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Violence domestique aggravée, maltraitance d'enfants, obstruction à la justice, enlèvement et tentative d'homicide. Le juge regarde directement Carter. Cette cour vous condamne à 22 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 15 ans. Un murmure parcourt la salle. Carter reste impassible, comme s'il s'y attendait. Quant à l'accusé Victor Camacho, poursuit le juge, ayant été reconnu coupable d'abus de pouvoir, de dissimulation, de falsification de preuves et d'obstruction à la justice. Vous êtes condamné à 12 ans de prison avec possibilité de révision après 8 ans compte tenu de votre coopération avec l'enquête plus large de la procureure. Camacho baisse la tête, visiblement secoué. De plus, ajoute le juge, cette cour ordonne aux 2 accusés de verser une indemnité aux victimes, dont le montant sera déterminé lors d'une audience civile ultérieure. Le marteau tombe, scellant leur sort. Ethan expire lentement. Grace sanglote doucement à côté de moi. La séance est levée, déclare le juge. Alors que les gardes emmènent Carter et Camacho, la procureure Moss s'approche. Justice rendue, dit-elle avec une satisfaction professionnelle. Le juge a été aussi ferme que nous l'espérions. Merci pour tout, procureur, dis-je sincèrement. Ne me remerciez pas, remerciez votre petit-fils, elle regarde Ethan avec admiration. Son témoignage a été crucial, surtout lorsqu'il a décrit le schéma systématique d'abus. Beaucoup d'adolescents n'auraient pas eu cette clarté ou ce courage. Ethan sourit timidement. J'ai juste dit la vérité. Parfois, c'est la chose la plus difficile à faire. La procureure regarde sa montre. Je dois y aller. Nous avons une conférence de presse dans 20 minutes sur l'affaire et le nouveau protocole. Voudriez-vous vous joindre à moi? Je regarde Ethan et Grace. Je pense que nous avons besoin d'un moment en privé, répond Grace.
La matinée a été intense. Bien sûr, le lieutenant Roberts a toutes vos informations pour la cérémonie de présentation officielle du protocole Anderson la semaine prochaine. Quand la procureure part, nous restons quelques minutes de plus dans la salle d'audience presque vide. Comment te sens-tu? J'ai demandé à Ethan. Soulagé, je pense, mais aussi étrange. Une partie de moi espérait qu'il s'excuserait, qu'il montrerait une sorte de remords. Les hommes comme Carter admettent rarement leurs erreurs, je lui dis. Il blâme toujours les autres. Penses-tu qu'il changera en prison? Je ne sais pas, mon fils. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne peut plus te faire de mal. Nous quittons le palais de justice par une porte latérale, évitant les journalistes. La journée est claire et chaude. Allons manger quelque chose. Grace suggère nous devons célébrer ça. Au restaurant, je regarde ma famille. Il y a une légèreté en eux que je n'ai pas vue depuis longtemps. Les ombres n'ont pas disparu, mais elles sont moins denses. As-tu décidé à quelle université tu postules? Je demande à Ethan. Je regarde l'université d'État, répond-il. Ils ont un excellent programme de droit, et la procureure Moss a dit qu'elle pourrait me recommander pour un programme de mentorat spécial. C'est une excellente opportunité, dit Grace avec fierté. Et je viens d'avoir un nouveau travail. Je commence le mois prochain en tant que superviseur dans mon entreprise. Tout s'arrange, dis-je en levant mon verre. Au nouveau départ. Nous trinquons, et pendant un moment, le passé semble être un pays lointain dont nous avons réussi à nous échapper. Les semaines suivantes s'installent dans une nouvelle routine. Mon épaule s'améliore suffisamment pour que je puisse me passer de la canne. Ethan prépare ses candidatures universitaires avec un enthousiasme renouvelé. Grace passe plus de temps chez moi que dans son nouvel appartement. Un après-midi, je reçois un appel d'April. Inspecteur, nous avons une date pour la présentation officielle du protocole Anderson. Ce vendredi, à 11h, dans l'auditorium principal. La procureure aimerait que vous et Ethan disiez quelques mots, juste pour partager votre expérience. Quand je le dis à Ethan, je vois l'excitation dans ses yeux. C'est une chance d'aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Le jour de la présentation, l'auditorium est plein. Des policiers, des procureurs, des juges. La procureure Moss explique le nouveau protocole, un ensemble de procédures pour garantir l'intégrité des preuves numériques dans les affaires de violence domestique et de maltraitance d'enfants. Il comprend la vérification des métadonnées, une chaîne de possession renforcée et une analyse médico-légale indépendante. Ce protocole est né d'une affaire qui a révélé de graves failles dans notre système. Quand c'est mon tour, je me lève. Pendant 35 ans, j'ai servi comme inspecteur de police. Je commence. Je pensais connaître le système, ses forces et ses faiblesses. Mais ce n'est que lorsque mon propre petit-fils a été piégé dans ce système que j'ai vraiment compris à quel point les victimes de violences domestiques sont vulnérables. Je raconte brièvement notre histoire, en soulignant le soutien crucial de personnes comme April Roberts et Melinda Moss. Quand Ethan prend le micro, sa voix est claire et ferme. Il s'adresse directement aux jeunes présents, décrivant les signes subtils d'abus qu'il a ignorés, la manipulation psychologique, la peur. Si vous vivez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul, dit-il. Il y a des gens qui vous croiront. Il vous suffit de faire ce premier pas. De passer cet appel, comme je l'ai fait. Ces paroles sont accueillies par des applaudissements assourdissants. Les mois passent. Ethan est accepté à l'université d'État. Grace finalise son divorce. Je retourne à mes anciens passe-temps. Un après-midi, près d'un an après cette nuit-là, je reçois une enveloppe officielle. L'appel de Carter a été rejeté. Je n'en parle ni à Ethan ni à Grace. Il n'y a aucune raison de troubler la paix qu'ils ont eu tant de mal à trouver. Le lendemain matin, Ethan vient prendre le petit déjeuner. Il est en vacances et fait maintenant du bénévolat en tant que mentor pour d'autres jeunes survivants. J'ai quelque chose à te montrer, dit-il en sortant un papier de son sac. C'est une lettre d'acceptation pour un programme de droit d'été. C'est impressionnant, Ethan. La procureure Moss m'a recommandé. Elle dit que j'ai du potentiel pour l'unité de poursuite des violences domestiques. Le chemin qu'il a choisi n'est pas facile. Mais il y a une force en lui, une résilience née de sa propre douleur. Tu sais ce qui est étrange, grand-père? Il dit, parfois, je pense à Carter,
et je ne ressens plus ni peur ni haine. Juste de la pitié. Ça fait partie de la guérison. Je lui dis, tu le détestes toujours? Je réfléchis. Disons simplement que je ne gaspille pas mon énergie avec lui. Je préfère la concentrer sur toi, sur notre famille, sur les bonnes choses qui en sont ressorties. Et c'est vrai. Le protocole Anderson est adopté dans d'autres États. Ethan a trouvé sa vocation. Grace a repris sa vie en main. Ce week-end-là, nous organisons une petite fête chez moi. Grace apporte de la nourriture. Ethan amène des amis de son groupe de soutien. Madame Klein vient même en apportant des beignets. Alors que je regarde cette nouvelle famille élargie, April s'approche de moi. Saviez-vous que 3 autres États adoptent le protocole? Elle dit il l'envisage au niveau national. Et je suis devenu capitaine. Félicitations, capitaine. C'est bien mérité. Merci, inspecteur. Je vous en dois une partie, avouez à Ethan. Alors que la fête continue, je sors sur le porche. Le ciel devient orange. Je pense au contraste. Pendant que nous célébrons, Carter purge sa peine. Pendant qu'Ethan construit un avenir, la carrière de Camacho est détruite. Je ne ressens pas de satisfaction, juste la certitude que la justice, bien qu'imparfaite et lente, est finalement arrivée. Ethan sort me trouver. Tout va bien, grand-père? Tu manques le dessert. Je réfléchissais juste, dis-je en passant mon bras autour de ses épaules. À quel point je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu. Grâce à toi, répond-il en posant sa tête sur ma bonne épaule. Si je n'avais pas passé cet appel. Mais tu l'as fait, et ça a tout changé. Nous rentrons ensemble. Grace nous accueille avec un sourire, une légèreté sur son visage qui me rappelle la jeune femme que je connaissais avant que la vie ne la frappe si durement. Alors que nous mangeons le dessert, je pense à tous ces téléphones qui sonnent au milieu de la nuit, aux voix tremblantes qui demandent de l'aide. L'histoire qui a commencé par un appel désespéré ne s'est pas terminée par un conte de fées. La vraie vie en offre rarement. Mais elle nous a donné quelque chose de tout aussi précieux. La chance de transformer la douleur en but, la peur en détermination, et une expérience traumatisante en un héritage qui en protégera beaucoup d'autres. Et peut-être qu'en fin de compte, c'est la victoire la plus importante de toutes. Si mon histoire vous a ému et que vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. N'oubliez pas que votre soutien avec un j'aime et un commentaire peut sauver d'autres vies, tout comme celle de mon petit-fils.